19 heures à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce journal, en séjour de travail de 48 heures sur le sol congolais, Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'EAC et du Burundi, a au cours d'un point de presse conjoint avec le président Félix Tshisekedi, rassuré de sa volonté de combattre les M23 en faisant respecter les recommandations de Luanda et celles de Nairobi. La spéculation autour du taux de change en République démocratique du Congo sur le marché parallèle gagne du terrain et fait saigner la bourse de la population au profit de la devise étrangère américaine et des cambistes. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Président en exercice de l'EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a rassuré Félix-Antoine Tshisekedi de sa volonté à pousser les rebelles du M23 à respecter les recommandations du processus de Luanda ainsi que celui de Nairobi. Entre-temps, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Burundi reste dynamique. Félix Tshisekedi et son homologue burundais, qui a bouclé son séjour de 48 heures le lundi 28 août 2023 à Kinshasa par un point de presse, ont raffermi le rapprochement des deux pays voisins résolus de créer des agences bancaires pour faciliter les transactions entre les deux pays. Images et commentaires. Les échanges entre les deux chefs d'État ont essentiellement reposé sur deux sujets, la sécurité régionale et économie. Sur les questions de la paix à l'est de la RDC particulièrement, l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC à travers le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Constatant et déplorant le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans le centre des cantonnements, le président burundais a annoncé les dispositions à venir pour ce faire. L'objectif du processus de Nairobi, c'était juste pour faire respecter le système pour les groupes armés et internes à la République démocratique du Congo, mais aussi aider les communautés à se réconcilier. Mais à ce moment-là, le M23 n'était pas là. Le M23 a résulté au moment où on a fait le processus. Nous nous réjouissons quand même que les groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes. Et dans le site Kivu, c'est calme et nous voyons qu'ils sont prêts pour le processus judiciaire. Mais le M23, quand il a ressuscité, ça nous a donné des fils à retordre parce que, effectivement, ce n'était pas prévu. Mais comme le principe, c'est faire taire les armes à la République démocratique du Congo, la région aussi doit s'y mettre. Mais aussi, l'Union africaine a aussi emboîté le pas en donnant la mission au président angolais dans le processus de Luanda. Le processus de Luanda consistait effectivement à faire arrêter les hostilités par le M23, mais aussi à atténuer les tensions qui sont nées de cette attaque du M23 et les tensions qui sont nées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Reconnaissant, Félix Tshisekedi a promis de privilégier la voie diplomatique sous réserve d'en aller à l'ultime résolution, les armes avec les forces régionales plus actives. Nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises depuis le discours était forcé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer,
il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC pour justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Sur les questions d'intérêt commun entre les deux nations, notamment sur le mécanisme à mettre sur pied pour booster les développements de deux pays par la construction d'infrastructures facilitant les échanges commerciaux. Dans les domaines commerciaux, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu à la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumonge. Et dans ce même chapitre, pour édifier du bon entendement entre le Burundi et la République démocratique du Congo, la quintessence des accords signés conjointement a été livrée dans le communiqué rendu public par Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères congolais. Suivez un extrait de sa lecture. L'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération dans domaines variés d'intérêts communs tels que ceux de la défense, de la sécurité et du commerce. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs comme le pont reliant la province de Cibitoke au Burundi et celle du Kivu, celle de Sud-Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont, ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, sans oublier la route Bujumbura, Uvira, Bukavu. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont également porté sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers les processus de Nairobi et de Luanda. À ce sujet, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la feuille de route conjointe du processus de Nairobi, présidé par son Excellence Évariste Ndayishimiye, et de Luanda, piloté par son Excellence João Manuel Lourenço, signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda, tel qu'enrichi et adopté par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. À cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre les 23 d'aller au cantonnement. Et puis, le président de la République a procédé le lundi 28 août 2023 par ordonnance présidentielle au réaménagement de l'appareil judiciaire. Plusieurs magistrats ont été promus, certains ont été révoqués et d'autres, par ailleurs, ont été mis à la retraite. Jocelyne Massiala pour les détails. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre la nuit du lundi 28 août au terme d'une série d'ordonnances présidentielles. Il s'agit d'une importante mise en place au sein de la magistrature effectuée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ces ordonnances visent la révocation de plusieurs magistrats, la promotion et d'autres par contre ont fait l'objet de démissions d'office. Les magistrats révoqués sont ceux-là qui ont fait l'objet de condamnations judiciaires et qui ne pouvaient plus exercer leurs fonctions conformément aux textes disciplinaires régissant la profession de la magistrature. Parmi ces magistrats révoqués, on retrouve quelques magistrats du Conseil d'État considérés comme déserteurs de leur poste pour n'avoir pas assisté aux séances de travail de cette juridiction. Il s'agit des juges Noël Boutakile et Léon Odimoula. Plusieurs autres magistrats ont été affectés à une des juridictions supérieures, notamment le juge Aimé Ilunga Tiamakeji. Premier président de la Cour d'appel,
de Kinshasa-Gombe a été promu conseiller à la Cour de cassation. Le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, Sylvain Kalula, qui a été nommé avocat général près la Cour de cassation. Des magistrats des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix, ainsi que des parquets près ces tribunaux ont obtenu des grades supérieurs. D'autres ordonnances ont concerné la mise à la retraite de quelques magistrats ainsi que l'élévation à titre posthume des magistrats décédés. Il est à noter que ces nominations interviennent dans le contexte de renouvellement de cette profession au travers les nominations de nouveaux magistrats civils et militaires à la suite du concours de recrutement organisé dans toute la République où 2500 magistrats ont été nommés et ont débuté leur formation. Processus électoral à présent, le président de la CENI, Denis Kadima, s'est entretenu avec Norbert Basengezi Kantitima, ancien vice-président de la centrale électorale et président du ministère des laïcs protestants, à propos des préparatifs des élections prévues le 20 décembre 2023. Norbert Basengezi a exprimé ses sentiments au regard de la conduite du processus électoral tout en appréciant les efforts considérables déployés par la Commission électorale nationale indépendante. Reportage de Bijoulou et Passion Mbuta. L'hôte du numéro 1 de la centrale électorale, par ailleurs président de l'Alliance de nationalistes pour le Congo émergent, parti politique centriste membre de l'Union sacrée, avec pour doctrine le libéralisme économique et politique, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'actuelle équipe de la CENI, pilotée par son président Denis Kadima Kazadi. Nous sommes une délégation de l'SCC, ministère des laïcs protestants. Nous sommes venus dire au président que le ministère des laïcs protestants encadre plus de 49% de la population congolaise et que ce sont des électeurs pour la plupart, que nous devons collaborer. Nous avons besoin de l'éducation civique électorale de cette population. Nous avons besoin de la formation des sensibilisateurs relais. Nous avons besoin de communiquer avec la CENI parce que la CENI utilise même nos écoles, la CENI utilise nos centres de santé et c'est cette collaboration qui doit être entre l'Église et la CENI. En relevant que le principe du bon sens commande que le plus ancien apporte leurs précieux conseils aux nouveaux en vue d'améliorer ce qui peut l'être pour le plus grand bien de la collectivité. Je voudrais parler plutôt de mon impression sur le processus électoral. Nous sommes aujourd'hui le 29 août. Il reste 4 jours pour l'élection présidentielle. Mon président Malouma disait que le train a déjà quitté la gare. À 4 jours, les candidats présidents vont déposer leur candidature. Il ne faut pas rêver. Il faut savoir compter les jours. Il restera 30 jours pour septembre, 31 jours pour octobre, 30 jours pour le mois de novembre et 20. Donc nous sommes à moins de 120 jours des élections. Je crois qu'ils ont tenu parole et surtout, je les encourage pour le respect du calendrier et nous ne sommes pas pour la prolongation. Et puis, lors de la 110e réunion du Conseil des ministres la semaine dernière, 2 projets de textes clés relatifs au secteur financier ont été adoptés, marquant ainsi une avancée dans la gestion financière du pays. Présentés par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ces textes revêtent d'une importance capitale pour la régulation financière du pays. Suivez. Le premier et sans doute le plus attendu est le projet d'ordonnance-loi sur l'endettement public. Ce texte, qui se veut le pilier de la gestion de la dette publique en RDC, définit la politique d'endettement du pays tout en instaurant de règles strictes de gouvernance.
Ces nouveaux cadres visent à doter l'État des mécanismes financiers modernes pour mieux gérer ses ressources et ses dépenses. Le deuxième projet de texte, non moins important, concerne le Bureau d'information de crédit. Il a pour objectif de définir les règles encadrant l'activité et les contrôles des bureaux d'information sur le crédit. L'initiative répond à un besoin croissant d'équilibrer les relations entre emprunteurs et prêteurs en visant à réduire les déséquilibres informationnels qui peuvent entraîner des taux d'intérêt élevés et des niveaux d'endettement préoccupants. Pour le gouvernement congolais, l'adoption de ces systèmes d'information sur le risque de crédit est cruciale. Ils joueront un rôle déterminant pour la Banque centrale du Congo, lui permettant d'appréhender avec précision les risques potentiels pesant sur les systèmes bancaires. Il convient de noter que le projet de loi sur l'endettement public avait déjà été identifié comme prioritaire lors de l'adoption du projet d'habilitation du gouvernement par le Parlement en juin dernier. Et en vue de suivre de près l'évolution des travaux de réhabilitation des routes Kasomeno, Kasenga et Chaloué dans la province du Haut-Katanga, exécutés par les entreprises GED, ACGT et l'Office des routes, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a dépêché dans cette partie de la République une délégation de son cabinet avec à sa tête le conseil spécial Romulus Kisambé. Passion Bouta et Bijoulumuna nous signent ce reportage. Accueilli en territoire de Kasenga par l'administrateur du territoire Barthélémy Kibwe Kabwika, la délégation du chef du gouvernement qu'accompagnaient les délégués des entreprises qui exécutent ces travaux s'est rendue dans les différents chantiers de réhabilitation de ces deux routes d'intérêt capital, notamment la route Kasenga-Kasomeno, long de 71 km, et celle qui mène vers le village Chaloué, à environ 30 km du chef-lieu du territoire de Kasenga. À la première étape, en l'occurrence la route Kasomeno-Kasenga, le conseiller spécial Romulus Kisambé a constaté l'avancement rapide des travaux en terre battue exécutés par les entreprises GED, ACGT et l'Office des routes. Parti de Kasenga pour Chaloué, cette délégation a effectué plusieurs escales pour un suivi impeccable, particulièrement au village Kawamba où Romulus Kisambé a salué de vive voix la technicité avec laquelle est construit le nouveau pont métallique jeté sur le ruisseau Moulouchi en remplacement de l'ancien vieux de 50 ans. Poursuivant la route jusqu'à Chaloué, endroit où sera érigé un pont moderne, relayant la République démocratique du Congo et celle de la Zambie, le conseiller spécial et toute sa suite ont été honorés par la qualité des travaux déjà réalisés. Visiblement satisfait, Romulus Kisambé a salué la détermination du gouvernement Samalou Kondé pour la concrétisation de ce grand projet, initié sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Il a encouragé les entreprises ayant en charge l'exécution de travaux à ne ménager aucun effort pour respecter le délai fixé pour la livraison de ces infrastructures routières. Autre chapitre à présent, comparution le lundi 28 août 2023 de l'ex-commissaire provincial de la police de Kinshasa devant la Cour de cassation siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort. Sylvano Kassongo a comparu dans le cadre de l'affaire en continuation opposant le ministère public et les partis civils contre Doli Makambo, ex-ministre provincial de l'Intérieur, et ses co-accusés en détention à la prison centrale de Makala. Images et commentaires. L'ex-commissaire provincial de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Sylvano Kassongo, a comparu le lundi 28 août 2023 devant la Cour de cassation, siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort. C'était dans le cadre de l'affaire en continuation opposant le ministère public et les partis civils contre Doli Makambo, ex-ministre provincial de l'Intérieur, et ses co-accusés en détention à la prison centrale de Makala. Doli Makambo a été condamné à 10 ans de prison par la haute cour militaire
pour le meurtre le 30 octobre 2019 de l'administrateur gestionnaire du centre de santé Vidjana dans la commune de Lingwala. La victime a été touchée par une balle tirée par le garde-corps de Dolly Makambo. Appelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation à comparaître comme renseignant, Silvano Kassongo ne s'était pas présenté. Selon lui, son état de santé ne le permettait pas. Le 24 juillet 2023, le commissaire divisionnaire a été condamné par la Cour de cassation à 15 jours de servitude pénale comme témoin défaillant. À l'audience du lundi 28 août, Silvano Kassongo, qui revenait d'un séjour de plus d'un mois à l'étranger pour des soins médicaux, s'est présenté devant la Cour et ont présenté des excuses pour ses absences aux audiences précédentes. Il a imploré la clémence de la Cour pour que sa condamnation soit levée. Dans son réquisitoire, le ministère public s'est montré favorable à la demande du témoin Silvano Kassongo. La Cour a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans 48 heures. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, la synergie des organisations syndicales et sociales a, au cours d'une assemblée générale tenue le lundi 28 août, dressé un tableau sombre de la situation sociale et professionnelle des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Cette synergie propose au gouvernement le paiement d'un barème salarial digne à ses agents. Jocelyne Massiala pour le détail. La synergie des organisations syndicales et sociales dénonce l'inexistence d'une politique salariale nationale qui est à la base de la précarité de la situation sociale des agents et fonctionnaires de l'État. Cette plateforme déplore également la pléthore et la non-maîtrise des effectifs des agents au service de l'État. Pour y remédier, le gouvernement devait payer un barème salarial en offrant des avantages uniformes à tous les agents et fonctionnaires de l'État. Raison pour laquelle la synergie des organisations syndicales propose au gouvernement congolais de convoquer avant le 4 septembre les assises sur la politique salariale. Au cas contraire, il sera convoqué un grand rassemblement le 15 septembre prochain à la place Golgotha pour faire entendre leur voix. Aux professionnels de la santé publique et aux inspecteurs actuellement en grève, une assemblée générale de tous les agents publics de l'État et autres travailleurs est convoqué pour le vendredi 15 septembre 2023 à 10h précises à la place Golgotha à la fonction publique. Et nous invitons tous les enseignants, agents de carrière des services publics de l'État, travailleurs dans les entreprises, infirmiers, médecins et autres professionnels de la santé, les professeurs d'université, les magistrats et tous autres travailleurs d'y répondre et d'en prendre part activement. La synergie des organisations syndicales et sociales plaide aussi pour la dépolitisation des entreprises du portefeuille de l'État et de l'administration publique. Parlons société à présent, la question de l'assainissement du milieu n'épargne personne. C'est le cas de la police nationale congolaise qui s'investit dans la lutte contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Le commissaire supérieur adjoint a supervisé les travaux de curage des caniveaux dans quelques communes. Suivez. Il fallait mettre toutes ses forces pour mettre fin à l'insalubrité dans les coins et recoins de la capitale. Assainir la ville-province de Kinshasa, plus qu'un credo pour le commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise, des actions qui entrent dans le cadre de la vision du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, exécutée par le gouvernement central à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité et des orientations du commissaire général de la police nationale congolaise. Depuis que l'assainissement de la ville et entre les mains de Rémi Kanzama Malaise, le travail va bien. Balais, râteaux et ces autres instruments servent des armes, pour ne pas dire outils, contre l'insalubrité. Le garage et le véhicule que vous voyez créent l'insécurité dans la ville. Dans la commune de Lemba, le combat est lancé avec cette opération de curage des caniveaux à quelques semaines de la saison de pluie. Nous avons commencé l'assainissement que nous appelons Salongo à partir de l'Ancelé
Nous travaillons toute la nuit et jusqu'au lendemain matin. Maluku, Kintambo et Mongafula ne sont pas du tout épargnés par cette opération pour une ville propre au cœur d'un continent. Et pour terminer, les spéculations autour du taux de change semblent gagner de plus en plus du terrain sur le marché parallèle à Kinshasa suite à la dépréciation du franc congolais face au dollar, devise américaine, d'où les acheteurs et les vendeurs de la devise de cette monnaie étrangère trafiquent le taux selon les humeurs et les communes. Enoch Kalanji. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain évalué à la baisse à la capitale congolaise Kinshasa, une situation qui non seulement entraîne la flambée des prix de produits de première nécessité sur le marché, mais également une occasion pour les cambistes de manipuler arbitrairement les taux de change. La question se pose, qu'est-ce qui justifie la variation autour du taux de change? Christian Kabeya, cambiste, répond à ces sujets. Chacun affiche les taux de change selon la source laquelle il soutient et sera obligé de hausser les taux de change pour pouvoir gagner quelque chose en retour. Il évoque également le manque de circulation de la devise américaine. Nous évaluons les taux de change à la hausse parce que sur terrain, il n'y a pas assez de circulation de la devise américaine. Notons que c'était dans un communiqué de presse publié le 4 août dernier que la Banque centrale du Congo rappelait aux cambistes et aux bureaux d'échange de ne plus afficher les taux de change. Malheureusement, c'est ce qui continue de se faire. Voilà tout pour l'essentiel de ce soir, mesdames et messieurs. À présent, je rappelle les principaux titres. Au sommaire de ce journal, en séjour de travail de 48 heures sur le sol congolais, Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'EAC et du Burundi, a au cours d'un point de presse conjoint avec le président Félix Tshisekedi, rassuré de sa volonté de combattre les M23 en faisant respecter les recommandations de Luanda et celles de Nairobi. La spéculation autour du taux de change en République démocratique du Congo sur le marché parallèle gagne du terrain et fait saigner la bourse de la population au profit de la devise étrangère américaine et des cambistes. Et voilà qui met fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.